Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Bonjour, maître Jamal Taleb, bonjour. Bonjour. Le procès est en appel dans quelques jours. Comment affirmez-vous aujourd'hui, vous, d'ici, que votre client est innocent alors qu'il s'était engagé à réaliser les travaux et que ces travaux ne sont toujours pas réalisés? Il ne me semble pas que le procès de première instance ait démontré que Sami Jamal était coupable de quoi que ce soit. Et il ne me semble pas, de toute façon, qu'il soit coupable de ce dont on l'accuse. On ne peut pas imputer de toute façon à Sami Jamal d'être l'auteur d'un détournement de deniers publics pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas agent public, il n'est pas dépositaire de prérogatives de puissance publique et il n'est pas chargé d'une mission de service public dans laquelle il est appelé à gérer des fonds publics. Donc pour cela, il ne peut de toute façon pas être poursuivi pour une qualification qui ne le concerne pas. D'ailleurs, l'article 45 du Code pénal congolais, de ce point de vue-là, est assez clair. De quoi il s'agit? Sami Jamal est un homme de 82 ans. Ça fait 52 ans qu'il est installé au Congo. Il n'est pas connu pour être ni quelqu'un inculpé dans une quelconque affaire de malversation, ni dans quelconque autre affaire d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Il est un des entrepreneurs, un des opérateurs économiques du Congo plutôt connu et reconnu. Il a commencé des négociations avec l'État congolais depuis 2017 pour la construction de 1500 logements. Il l'a fait avec l'un des partenaires de référence dans le domaine, la société Carmot, qui est une société turque, plutôt l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de ce genre de maisons. Et en 2018, en avril 2018, il a signé un contrat avec l'État congolais de 1500 logements dans 5 points bien précisés. Il a commencé à travailler, à commander le matériel. C'est assez long parce que vous ne pouvez pas construire un logement en 2 mois, ni même en 3 mois. Et donc le temps lui a été donné en fonction de ce qui est possible, mais d'y aller le plus vite possible. Mais comme c'est un entrepreneur plutôt sérieux, il a, avec son partenaire turc, commencé le travail. Il faut savoir que les conditions dans lesquelles il a établi le contrat sont assez précises. Il amène le matériel jusqu'au port en fonction du lieu où seront implantés les logements. L'État congolais se charge de le sortir des douanes et de l'amener sur le lieu d'implantation des logements, puis après il termine le travail. À ce jour, près de 250 logements sont déjà terminés. C'est le lot de 1500 logements et les travaux ont continué jusqu'au moment où Sami Jamal a été arrêté. C'est les lieux où cela a été donné. Puis, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. Dans le programme dit des 100 jours, a souhaité d'abord s'approprier les 1500 logements dans son programme des 100 jours. Donc, il a demandé que l'opération continue et qu'elle travaille. Il faut savoir que sous le gouvernement de Bruno Tshibala, la question a déjà été commencée, que le travail a déjà été commencé et le contrat signé. Et donc, le président Tshisekedi a demandé que 3000 logements soient rajoutés aux 1500 logements déjà commandés, 2000 pour les militaires et 1000 pour les policiers. Il me semble qu'ils en avaient besoin et que c'était un programme dit, considéré en tout cas par le président de la République à ce moment-là, mais toujours, me semble-t-il, puisque rien n'a changé, comme étant un programme prioritaire et urgent. Sami Jamal, avec son partenaire Carmot, se sont mis à l'œuvre et ont commencé à travailler en attendant que les points leur soient donnés, que le lieu d'implantation de nouveaux logements leur soit donné. Et un contrat a été signé à ce moment-là, un avenant au contrat a été signé en avril 2019 pour que les travaux commencent à ce moment-là. Et donc, Sami Jamal et son partenaire turc ont commencé la construction des logements, les conteneurs ont commencé à arriver, et il n'y a pas de raison de penser qu'il y a lieu ni de détournement des deniers publics, et encore moins de non-réalisation du travail pour lequel il a contracté avec l'État congolais. Je voudrais qu'on revienne un peu à ces différents contrats. Il s'agissait d'abord de 1500 maisons. Est-ce que les 1500 maisons que Samir Jamal s'était engagé à construire le sont aujourd'hui? Vous ne pouvez pas dire que le travail de 1500 logements ne sont pas faits. À ce stade d'aujourd'hui, plus de 211 logements sont déjà terminés. Sur les 1500, sur les 1500 du premier contrat. Sur les 1500 du premier contrat. Les travaux ont continué sur les autres sites.
et le matériel, parce que quand vous faites un logement, vous prenez du temps, c'est-à-dire vous avez besoin de 2 ou 3 mois pour la construction physique du lieu dans les usines ou du lieu où les maisons sont fabriquées. Puis après, vous les acheminez, vous avez le temps d'acheminement, elles arrivent au port concerné, en l'occurrence, c'est le port de Matadi, le port de Dar es Salaam et le port en Angola. Et donc, il faut que les logements sortent des conteneurs, et ce travail-là revient plutôt à l'État congolais. Est-ce qu'on a eu du retard à cause notamment de l'État congolais? Sans aucun doute, puisque la rapidité n'y était pas, mais en tout cas, rien de vraiment conséquent, rien de vraiment grave. Le rythme du travail était plutôt soutenu et il correspondait à peu près aux délais, d'ailleurs, qui ne sont pas fixés par le contrat, mais aux délais que Sami Jamal lui-même s'est imposé et qui les a réalisés. Il n'y avait pas de délai dans le contrat? Il n'y a pas de délai précis qui dit vous êtes obligé de délivrer à temps. Mais les parties se sont entendues sur l'idée d'aller vite en fonction des délais de toute façon de fabrication. Là, on n'a pas le choix, malheureusement, c'est totalement incompressible. Puis après, les délais d'acheminement et de travaux sur place. En tout cas, l'ingénierie était prête, la main-d'œuvre était prête, le personnel qui travaillait sur ces logements, ces sites, travaillait normalement, c'est la première partie. C'est la deuxième partie, la situation est différente. Le contrat a été signé, mais Sami Jamal n'a pas été payé. C'est-à-dire qu'il n'a... Attendez, justement. Terminons cette première partie. Oui. 1500 logements, vous dites 211 maisons faites. Quel argent déboursé? Combien Samir Jamal a déjà perçu pour ce premier contrat? Pour le contrat, les virements ont été faits à peu près intégralement. De combien? De 48 millions de dollars. Ça, c'est pour les 1500 du premier contrat. Du premier contrat. Conclu avec Faustin Bitapira, membre du gouvernement Tchibala. Cet argent a été payé par qui? Cet pays était payé par le gouvernement congolais, Bruno Tchibala, et vous avez à votre disposition les ordres de virement. Non, nous sommes d'accord. Mais là, Vital Kamere, parce que... Non, Vital Kamere n'y était pas. N'y était pas encore. Parce que Vital Kamere n'a pris fonction que le 25 janvier 2019. Donc nous n'étions pas encore dans la position, il n'était pas encore dans la position pour signer le premier contrat, ni de le réaliser. 48 millions, 211 maisons déjà réalisées. Les 300 logements, j'ai le papier sous les yeux, les 300 logements étaient destinés à la ville de Maluku, 300 logements à la ville de Mbujimayi, 300 logements à la ville de Kananga, 300 logements à la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, et les 300 logements à la ville de Matadi, dans le Congo central. Et toutes ces maisons sont déjà... Toutes ces maisons sont pas totalement terminées. Dans chaque site, on est environ au tiers, au moins, déjà terminé, et ça peut être vérifié sans aucun problème. Et s'il y a besoin d'aller constater, vous, la presse, vous n'avez aucune difficulté, me semble-t-il, à aller vérifier la réalité de ce travail qui a été fait. Et donc, le président lui-même est venu sur le site, les vidéos, je crois qu'elles sont assez disponibles, et quand il est venu sur le site, il est venu vérifier l'état d'avancement des travaux. Il m'a semblé, dans l'une des vidéos que j'ai lues, qu'il a plutôt trouvé ça positif. Et en trouvé ça positif et satisfait, c'est vous qui le dites, il a demandé à ce que le programme soit étendu à 2000 militaires et 1000 policiers. Vous comprenez très bien que le président de la République est quelqu'un de sérieux. S'il avait devant lui des plaisantins qui étaient spécialisés dans le détournement des deniers publics, il n'aurait pas demandé à ce que les mêmes, on leur confie de façon plus importante encore, 3000 logements, alors que jusqu'ici, ils étaient, semble-t-il, incapables de faire 1500 logements. Bon, enfin, le président Tshisekedi est un homme sérieux, il ne n'agira pas de cette façon-là. On arrive à ces 3000 maisons supplémentaires, donc, en plein dossier des 100 jours, ce qui a été le sujet du procès. Combien a-t-il été perçu par Samir Jamal pour on parle de 57 millions, ce contrat de 57 millions, pour ces 3000 maisons? Alors, je reviens d'abord au premier contrat. Il faut savoir que le premier contrat, et les décaissements sont absolument mis à la disposition de la presse si elles veulent le voir, le travail tel qu'il a été fait peut être vérifié, et les différents paiements nécessaires que la société Samibo a fait pour son contractant Carmod, mais aussi pour l'ingénierie, les conseils, tout est vérifié. Tout est absolument clair et tout est certifié, y compris par un commissaire aux comptes. Donc il n'y a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là. Reste maintenant le deuxième point. Le deuxième point, c'est ce que vous faites allusion, ce que vous dites, c'est les 57 millions de dollars pour les 3000 logements. Sami Jamal a perçu 3%.
2 100 000 et quelque chose. Sur les 57 C'est millions 57. au procès, Tout à fait. il n'a reçu que 2 millions de Il n'a dollars. reçu que 2 millions de dollars, 3%. Et le niveau d'engagement pris par Sami Jamal, parce que il connaît les délais de fabrication des logements, il connaît la difficulté qu'il y a à les acheminer jusqu'au point d'installation, et il comprend que nous sommes dans un programme d'urgence des 100 jours. Il n'a pas attendu d'être payé parce qu'un planning de décaissement a été envisagé, a été même signé, programmé. Mais il ne l'a pas attendu. Il s'est tout de suite engagé avec son contractant, son partenaire turc, pour commencer les fabrications. Il me semble, si je ne me trompe pas, que nous sommes aujourd'hui à 1000 logements prêts en Turquie de la part de la société Carmot pour être livrés. C'est vous dire combien il est sérieux dans son travail, et il est tellement sérieux dans son travail qu'il a commencé à réaliser le travail alors même qu'il n'a perçu que 3% de la somme globale. Dans ce dossier, dossier, de 57 millions, il n'a reçu, il n'a reçu que 3% du montant global, mais pas un copec de plus. Pas un copec de plus. Et si vous voulez le vérifier, c'est pas compliqué. Le Trésor public est capable de le faire. Sami Jamal est prêt à mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent les éléments comptables qui peuvent le prouver. Le comptable de la société, M. Sami Jamal a deux sociétés, la société Samibou et la société Ousmal. La société Samibou est celle qui faisait le programme de 1500 logements, la société Ousmal est celle qui faisait le programme des 3000 logements. Et si vous vérifiez le travail qui a été fait sur les 3000 logements, vous comprendrez très bien que la société Ousmal n'a perçu que 2 100 000 dollars et que la ventilation qui en a été faite est absolument à la disposition de la presse si cela était nécessaire. Mais on a parlé que de la société Samibo. Vous nous parlez aujourd'hui d'une autre société, Ousmal. Ce serait donc elle et non pas Samibo Oui, mais qui était en charge? Mais toutes ces sociétés-là, ce sont les deux sociétés de Sami Jamal. Sami Jamal est un entrepreneur du Congo connu, reconnu. Il travaille dans le cadre donc légal qui lui est donné par les droits congolais. Dans le cadre légal, il possède deux sociétés. Il a travaillé avec l'une, il a contracté avec l'autre. Mais en tout cas, les deux sociétés sont d'une transparence plutôt absolue. Les comptes sont gérés par un comptable, certifiés par un commissaire aux comptes. Enfin, ce qui est de plus normal dans la vie d'une entreprise, quoi. Donc aujourd'hui, il dit ne se reprocher de rien. Non, il dit non seulement il se reproche de rien, le jugement de première instance dit, elle accuse des détournements de fonds publics. Il faut qu'on un peu revienne aux choses sérieuses. Oui, j'ai compris que, étant donné qu'il n'est pas mandataire public, Non seulement il n'est pas, oui. non seulement il n'est pas mandataire public, le jugement dit qu'à partir du moment où il a perçu l'argent, il devient missionné pour une mission de service public. Non, ce n'est pas vrai. Il est l'exécutant d'une mission qui lui a été confiée par l'État. L'argent public qui est versé chez lui contre rémunération n'est plus de l'argent public, c'est de l'argent privé. C'est de l'argent des sociétés de Sami Jamal. D'ailleurs, Sami Jamal ne contracte pas en son nom personnel, il contracte au nom de deux personnes morales distinctes. S'il y a un problème de gestion qui a été fait sur les deux sociétés, le commissaire aux comptes est là pour prouver le contraire. Rien n'interdit qu'on vienne vérifier la réalité de la gestion des personnes publiques distinctes de la personne privée de Sami Jamal. Cela ne pose aucun problème. On ne peut pas l'accuser de détournement de deniers publics à partir du moment où il n'en est ni gestionnaire ni responsable. Oui, mais le tribunal dit que l'argent déboursé n'est pas arrivé à destination avec preuve de virement à l'appui. Le gouvernement, le tribunal dit que l'argent qui a été remis à Samir Jamal n'a pas été envoyé au prestataire turc. Mais c'est pas est-ce que le prestataire turc s'est plaint, oui ou non? Le prestataire turc, nous sommes prêts à mettre à votre disposition les attestations qu'il a produites. Le prestataire turc dit, ma relation avec mon partenaire, Sami Jamal, est absolument normale. Un paiement lui a été fait dans les conditions qu'il faut. Nous avons les documents comptables qui le prouvent autour de 35 millions de dollars. Le reste, c'est de l'ingénierie et du travail qui a été fait, notamment pour les éviers, les cuisines, le personnel, les branchements enfin, la vie normale d'une entreprise qui installe des maisons. Donc, cet argument-là n'est absolument pas recevable pour une raison toute simple, c'est que les faits sont têtus et que les faits prouvent exactement le contraire. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je parle là encore une fois du premier logement. Encore une fois, Sami Jamal est un prestataire. Si vous considérez que votre prestataire que vous avez payé n'a pas réalisé la mission pour laquelle vous l'avez payé, vous êtes absolument en droit d'engager sa responsabilité contractuelle, éventuellement délictuelle si jamais il y a un délit, mais vous ne pouvez pas l'accuser de ce qu'il n'a pas fait. Il se trouve que Sami Jamal
a été chargé d'une prestation, il l'a exécutée, était en train de l'exécuter jusqu'au 24 février dernier, où il a été arrêté. Alors vous imaginez très bien que la confiance est compliquée vis-à-vis de ses prestataires, de ses fournisseurs et de ceux avec lesquels il travaille, parce que pour le coup, nous ne comprenons plus rien. Et c'est le deuxième contrat pour lequel, encore une fois, il n'a perçu que 3%, alors qu'il s'est engagé sur des sommes beaucoup plus importantes. De cela s'est brutalement arrêté. Quid des conteneurs encore et aujourd'hui disponibles au port de Matadi, au port de Dar es Salaam et au port de Dar es Salaam, je crois que c'est le port de Obito. La justice n'a pas... Mais la justice, je n'étais pas présent au procès en première instance. Il n'y a pas de commission rogatoire pour établir si c'est l'existence de ces... Pas à ma connaissance, ni à la connaissance de nos confrères congolais qui ont conduit le procès de façon sérieuse en première instance. Donc aujourd'hui, il a été condamné alors qu'il avait les moyens, selon vous, de prouver qu'il était réellement en cours de réalisation de ses travaux. Nous considérons, nous et nos confrères congolais avec nous, qu'il y a une erreur d'appréciation grave qui a été commise dans le juge de première instance. Nous espérons, nous ne faisons qu'une illusion, que le juge d'appel corrigera cette erreur d'appréciation qui est absolument manifeste. On parle de collusion, notamment avec les proches de Vital Kamerhe, sa belle-fille Soraya Mpiana et son cousin Di Massaro. Cette collusion ne serait pas, selon vous, la source de tous ces malheurs aujourd'hui? Je n'en sais absolument rien. Moi je suis avocat et je préfère rester dans les faits et uniquement les faits. Daniel Massaro est un client de Sami Jamal. Sami Jamal n'a jamais démenti qu'il connaissait Daniel Massaro. Sami Jamal et Daniel Massaro travaillent sur des sujets, je crois qu'il est assureur sur les informations qu'on m'a données. C'est ce qui a été démontré. Sami Jamal vend du matériel, il vend du matériel aussi à Daniel Massaro. Sami Jamal ne connaît pas Soraya Mpiana. Il ne l'a jamais vue, il ne sait pas qui elle est, et je vais vous dire, il ne lui a rien donné. Mais revenons un peu aux faits lui-même qui lui sont reprochés. Il s'agit de la jouissance d'un terrain, si j'ai bien compris. Et si j'ai bien compris que dans le droit foncier congolais, tant que vous n'avez pas mis en valeur un terrain, votre jouissance en pleine propriété n'est pas acquise. Du coup, la valeur de ce bien est tout de même assez discutable. Quand bien même M. Sami Jamal ait une relation contractuelle ancienne avec un client depuis très longtemps et avec lequel il a sans doute eu une relation sur un terrain entre eux dont la valeur est discutable, dans un endroit semble-t-il assez discutable. Enfin, si tout le monde est corrompu par une relation de cette nature-là, c'est que ça ne vole pas très haut. En tout cas, Sami Jamal est étranger à tout cela. Madame Soraya Mpiana, il ne la connaît pas. Et j'ai du mal à penser que quelqu'un du niveau de Vital Kamerhe a né à se faire corrompre par un terrain non viabilisé, pas en pleine propriété, et dont la valeur semble-t-il assez discutable. En tout état de cause, jamais le ministère public et jamais les avocats de l'autre côté n'ont démontré la relation possible ou imaginable entre Soraya Mpiana, mademoiselle Soraya Mpiana et monsieur Sami Jamal. Encore moins la propriété de celle-ci. D'ailleurs, cette dernière elle a répété que ce terrain ne lui appartient pas et qu'elle n'est en tout cas pas à sa connaissance propriétaire de ce terrain. Aujourd'hui, quelle devrait être la suite logique de cette affaire? Il y a le procès en appel qui démarre. La logique, selon vous, serait que votre client soit relaxé et effectue ses travaux? Non, c'est la moindre des choses. Enfin, quand il y a une erreur, et les erreurs judiciaires existent. Parfois, les erreurs d'appréciation existent. Et donc, s'il y a une erreur, nous attendons légitimement de la justice congolaise, notamment du juge d'appel, qu'il rétablisse les faits, qu'il revienne à la situation telle qu'elle est, qu'il réhabilite M. Sami Jamal dans ses droits, et qu'encore une fois, on lui reconnaisse qu'il n'a ni détourné les biens publics, qu'il a réalisé la mission qui lui a été confiée dans un cadre contractuel absolument bien établi et vérifié par toutes les autorités compétentes du Congo, et qu'on le rétablisse dans ses droits. Le Congo y gagnera, le président Tshisekedi et l'indépendance de la justice y gagneront. Pourquoi je dis le président Tshisekedi? Parce que les militaires et les policiers, il me semble, attendent ces logements de pied ferme et ils en ont bien besoin. Et donc, si vous voulez réussir un programme pour lequel vous êtes engagé, il est normal que la justice corrige les erreurs
qui sont établis jusqu'ici. Si correction il y a, Samir Jamal et ses sociétés effectueront les travaux. Ça me paraît être la moindre des choses. On a parlé de gros virements d'argent, vous ne parlez que de 2 millions et de 48 millions du précédent contrat. Cet argent viendrait d'où alors? Alors, il y a le jugement de première instance soupçonne une collision entre Vital Kamerhe et Sami Jamal. Je ne sais pas si Vital Kamerhe et Sami Jamal se connaissaient. Enfin, Vital Kamerhe est une personnalité politique du Congo de haut niveau, c'est difficile de ne pas le connaître. Que M. Sami Jamal ait rencontré dans sa vie beaucoup de personnes, dont Vital Kamerhe, il n'y a rien de grave là-dedans. Et qu'il soit le directeur de cabinet du président de la République chargé du suivi des travaux des 100 jours et qu'il rencontre l'un des opérateurs économiques chargés de la mise en place d'un programme important des 100 jours, n'est ni scandaleux, ni choquant, ni injuste. Mais pourquoi l'un et l'autre, au début du procès, ont déclaré qu'ils ne se connaissaient pas? Mais je ne suis pas l'avocat de Vital Kamerhe, je ne peux pas parler en son nom. Je parle de Samir Jamal. Voilà, au nom de Sami Jamal. Et quand vous regardez les questions, Sami Jamal a un français assez approximatif. Et 99% des questions, il ne les comprend pas. Et comme on ne lui a pas donné un interprète pour essayer de traduire ce qu'il veut dire et de comprendre les questions qu'on lui a posées, à chaque fois quand on lui pose une question, il répond à côté. Oui, mais ces avocats étaient là. Oui, mais ils ne sont pas arabophones, vous l'aurez bien compris. Ils sont congolais, ils ne parlent pas l'arabe non plus. Donc il n'y avait pas entente entre ces avocats et eux-mêmes. Il y a eu entente incontestablement, sauf que la période, me semble-t-il, de l'instruction était courte, en tout cas de l'enquête préliminaire. Et donc, ni Sami Jamal, ni ses avocats n'ont eu le temps suffisant pour travailler, ne serait-ce que sur ce point de traducteur qui est important. Et quand vous regardez les premières questions où on pose la question à Sami Jamal, s'il connaissait le programme des 100 jours, il confond tout de suite avec les délais de 100 jours pour construire ses logements. Pour une raison simple, c'est que sa connaissance de langue française est approximative. Et donc, il ne comprend pas toujours. Et donc, il y a sans doute eu cette erreur d'appréciation-là, encore une fois, parce que Sami Jamal, et sans doute qu'il faut la corriger dans le procès d'appel. C'est pour ça. Mais on est d'abord sur des questions de cet ordre-là. Quant à la défense de Vital Kamerhe, je ne suis pas l'avocat de Vital Kamerhe, je ne suis évidemment pas capable de le faire, mais je ne doute pas que ces conseils qui le font de façon absolument intelligente et brillante l'ont fait et le feront davantage. Vous parlez arabe? Bien entendu. D'où la présence en appel d'avocats internationaux. Les nationaux ont failli à leur mission? Non, pas du tout. Les avocats nationaux sont des avocats absolument sérieux avec lesquels nous collaborons avec toute intelligence. Nous avons pour eux un plus grand respect et pardon, le premier travail, c'est eux qui l'ont fait. Et ceux qui le font et ceux qui le feront. Nous ne venons qu'un appui, et guère plus. Nous travaillons avec nos confrères congolais avec toute intelligence, nous apprécions le travail remarquable qu'ils font et nous sommes loin de considérer qu'ils ont failli. Ils n'ont absolument pas failli. Ils ont introduit le document et conduit la défense comme il faut. Voyez-vous, un avocat a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Les moyens nécessaires à mettre en place pour la défense de Sami Jamal, ils l'ont fait. Ils le feront encore plus demain. Nous serons là, en appui et avec eux. Guerre avant eux, ça n'est pas possible. Vous viendrez à Kinshasa personnellement? Ça n'est pas moi qui décide parce que nous sommes un collectif. Mais c'est une position qui est évidemment envisageable. L'avocat international Pierre-Olivier Sûr de Vital Kamerhe s'est dit, a déclaré s'être vu refuser le visa. Vous n'avez pas peur de subir le même sort? Le visa est une prérogative souveraine de l'État et l'État congolais peut accorder ou ne pas accorder des visas. J'ai du mal à imaginer que l'État congolais refuse d'accorder des visas alors que le droit de la défense est tout de même l'un des droits fondamentaux des droits de l'homme. Et donc j'ai du mal à imaginer cela. Quant à la situation qui a été refusée au bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, elle a été faite, me semble-t-il, je ne suis pas sûr, c'est un argument du Covid et du refus de l'État congolais de ne pas accorder des visas jusqu'au 15 août. Nous sommes au-delà du 15 août, je crois que cet argument ne tient plus. J'ai du mal à imaginer que si nous demandons le visa, qu'il ne nous soit pas accordé. Je ne peux même pas l'imaginer. La collaboration, qui de la collaboration avec la justice congolaise, elle vous autorise à prester en tant qu'avocat? Mais c'est encore une fois, il y a des avocats congolais et nous venons en appui aux avocats congolais. Si on ne plaide pas, eux le feront. L'essentiel, c'est que nous venons en appui à nos confrères congolais qui font un travail absolument remarquable et qui peuvent naturellement conduire une situation sans nous. Quant à la justice congolaise, de façon générale,
Nous n'avons ni d'anathème à lui opposer, ni de critique à lui formuler. Nous considérons qu'il y a un jugement de première instance qui a fait de graves erreurs d'appréciation de forme et de fond, et nous souhaitons que le juge d'appel, qui sont généralement des magistrats plus expérimentés, corrige ces erreurs d'appréciation qui sont graves et préjudiciables aux intérêts de notre client. Mais nous ne sommes pas ici ni en donnant de leçons, nous ne donnons de leçons à personne. Je suis moi-même loin de donner des leçons à qui que ce soit. Mes confrères avec lesquels je travaille n'ont pas l'habitude de donner des leçons, et nous ne venons ni en concurrent ni en donnant des leçons, nous venons en appui à nos confrères congolais pour assurer la défense d'un client commun. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.